Allez, c'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI. Nos éditorialistes, vous le savez, commentent l'actualité, confrontent leur point de vue et débattent avec nos invités du jour. Une heure de décryptage, de débat sans tabou, sans langue de bois. Enfin, on espère, en somme. On est en toute liberté ici sur le plateau d'LCI. Ensemble jusqu'à 10h, au menu de ce mercredi 1er octobre. En France, la confiance politique est déjà en ruine et seuls 26% des citoyens disent encore croire en leur élu, un chiffre très inquiétant évidemment. Il reste pourtant un dernier îlot de crédibilité, le maire, avec 61% de confiance, figure de proximité, dernier rempart de la démocratie locale. Et c'est précisément ce rempart qu'Éric Lejoindre, joyeux maire socialiste du 18e arrondissement de Paris, est en train de dynamiter. 35 000 € de notes de frais en 4 ans, du pressing par milliers d'euros, des repas fastueux à plus de 1 200 € jusqu'à des pizzas pour ses enfants payés par la mairie. Et sa défense, cette phrase sidérante: et encore, j'ai pas utilisé toute l'enveloppe. Le signe qu'il ne mesure pas la puissance du symbole. Or, la démocratie repose sur ce pacte fragile. Les citoyens acceptent de payer l'impôt parce qu'ils croient que l'argent public sert l'intérêt général. Quand ce pacte est rompu, quand l'élu se sert au lieu de servir, il ne reste que la défiance. Et cette défiance est au cœur de notre crise démocratique. On en parle dans un instant. On reviendra également sur le discours de Peter Hegseth hier depuis Quantico aux États-Unis devant 800 généraux. Il est secrétaire général d'État à la Défense, mais il est aussi, Guillaume, ministre de la testostérone. Et puis on parlera d'Octobre Rose, le mois de la prévention du cancer du sein qui débute. Allez vous faire dépister en toute liberté. C'est tout de suite sur LCI. Avec moi, autour de la table, Christophe Barbier, le sémillant Christophe Barbier, éditorialiste sur LCI, vous le savez. Emmanuel Ducrot, bonjour Emmanuel, bonjour, vous êtes éditorialiste. Bonjour à tous. À l'opinion, évidemment. Guillaume Oda, vous êtes Guillaume Oda et non pas Maître Yoda. Parfois, on aurait tendance. On se demande parfois. On réunit tout autour de ce plateau. Tel un gourou. Et avec nous sur le plateau, vous êtes Vincent Montgaillard. Oui, bonjour, vous êtes journaliste au Parisien aujourd'hui en France. Et alors, vous avez fait une enquête absolument inouïe qui est paru hier dans le journal, dans les pages de votre journal. Vous avez été embauché en moins de 4 heures comme animateur périscolaire, sans diplôme, sans formation, avec un faux CV bricolé à la va-vite, mais quand même avec votre vraie identité, ce qui fait qu'on aurait pu vous retrouver si on avait 2 minutes, taper votre nom. Concrètement, comment ça s'est passé ? Rappelez-nous votre embauche éclair. Alors, à la base, j'envoie quelques CV aux municipalités parce que ce sont les municipalités qui embauchent. Ça, c'était dans les Hauts-de-Seine, n'est-ce pas ? C'est en banlieue parisienne. On va garder l'anonymat sur la commune parce que je ne veux pas la stigmatiser. Et ça aurait pu se passer n'importe où, même à Paris. C'est le reflet d'une grosse problématique, c'est-à-dire l'embauche express de personnes sans compétences. Moi, j'envoie un CV. Très rapidement, il y a une réunion d'information et de recrutement. J'y vais, on est une vingtaine de candidats. On nous explique un petit peu la formation. Vous dites que vous êtes le daron de la bande parce que vous avez des cheveux effectivement, blancs. J'ai les cheveux blancs. Enfin, a priori, j'ai un profil atypique. Tous mes collègues sont des jeunes étudiants avec la pochette rouge sous le bras. Il y a quand même une mère de famille, mais qui a à peu près 10 ans de moins que moi. Donc, j'ai quand même un profil qui doit interpeller. Et donc, je passe pendant une vingtaine de minutes un entretien avec 2 directeurs de structures de centres de loisirs. J'ai pas un CV a priori qui est fait pour la profession. Vous avez fait du scoutisme ? Alors voilà, j'ai fait un petit peu de scoutisme. Alors on me dit si vous allez dans les bois avec les enfants, qu'est-ce que vous faites ? Je dis une cabane. Donc le jury acquiesce. Ça semble la réponse semble lui convenir. J'ai écrit que j'ai élevé 2 enfants. Moi, c'est quand même le gage quand même. D'une petite réussite personnelle. Une expérience, en tout cas. Voilà, avec un congé de paternité, alors là, qui a été bidonné de 6 ans. Ça leur plaît. De 6 ans ? Voilà, j'ai pris un congé de paternité de 6 ans. Vous savez, quand ça fait 25 ans que je suis journaliste, donc à un moment donné, il faut combler les trous. Donc ça, j'allais pas l'écrire. Donc j'ai mis un congé de paternité, que j'ai bossé dans une ONG, et que depuis 6 ans, je suis livreur Uber Eats.
Donc, voilà. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est les questions qu'on m'a posées parce qu'ils m'ont soumis 2 cas d'école. Ils voulaient voir comment je réagis. Le premier cas d'école, c'est il y a une bagarre qui éclate dans la cour de récréation. Et parce qu'un enfant a dit à son camarade, t'es sale parce que t'as mangé du porc, comment vous réagissez? Alors là, évidemment, on touchait à la laïcité et j'imagine que c'est une situation qui peut être connue si vous la donnez un exemple, oui, sans doute, oui. Voilà, donc moi j'ai répondu d'abord que je sécurisais, que je séparais les enfants et que je considérais que c'était un fait grave, donc j'alertais le directeur. Ça a très bien plu parce que voilà, alerter le directeur, c'est ce qu'il faut faire généralement dans ces situations. Et la seconde, qui était, vous êtes à la cantine et il y a un enfant qui se met à vomir, qu'est-ce que vous faites? Voilà, j'ai plutôt bien répondu à ces 2 questions et sans BAFA. BAFA, c'est le diplôme d'animateur. Oui. On m'a dit c'est pas grave. Alors ça, c'est pas illégal d'embaucher quelqu'un sans BAFA. Sur les quotas, c'est à peu près 20% de personnel sans BAFA. Ça, c'est pas un problème. Et donc, très rapidement, au bout de 4 heures dans l'après-midi, j'ai eu un mail du service RH qui m'a annoncé que ma candidature avait été retenue. Et quel casier judiciaire? On vous le demande, votre casier? Pardon? On vous demande votre casier judiciaire? Alors, mon casier judiciaire, non, on me le demande pas. Aujourd'hui, ça se fait systématiquement via la commune et un logiciel. Donc ça, j'ai jamais eu la réponse. J'ai jamais été en contact direct suite à cette immersion avec la commune, mais j'imagine que ça a été fait. C'est automatisé et on vous demande ce qu'on appelle le B2, le bulletin numéro 2. Et dans quelle mesure est-ce que votre expérience que vous avez vécue dans une commune est duplicable à d'autres? Est-ce que c'est général, cette espèce de flou artistique autour du recrutement? Oui, puisqu'en fait, il y a une telle pénurie d'effectifs, c'est qu'on est prêt à tout pour avoir des recrues. Moi, l'après-midi, quand j'ai été embauché, j'ai fait une session de garderie du soir. Je me suis retrouvé avec une collègue qui avait le même profil que moi. Elle était maman d'une petite de 1 an. Elle a fait un petit peu de babysitting, mais aucun diplôme. Elle a été embauchée. Mais ce qui est dingue, moi, dans mon histoire, et c'était au-delà, entre guillemets, de nos espérances journalistiques, pour prouver que c'était très facile de se faire embaucher, c'est que je n'ai pas signé le moindre contrat. Et j'ai été au contact d'enfants. Combien d'enfants, cette garderie du soir, par exemple? La garderie du soir, étonnamment, il y avait très très peu d'enfants. Il y avait 7 enfants pour 5 animateurs. Alors là, c'est plutôt le reflet d'une gabegie, d'une très mauvaise gestion. C'est un peu n'importe quoi, oui. C'est un peu n'importe quoi. À midi, vous vous êtes retrouvé sur une chaise d'enfant avec une tête comme ça, parce que ça, c'est très très dur. Alors, moi, je veux pas aussi jeter l'opprobre sur ce personnel, parce qu'il y a aussi du personnel très compétent. Il y a des gens pour qui c'est une vocation et mes collègues qui étaient expérimentés, j'ai trouvé que voilà, ils étaient valeureux et courageux parce qu'effectivement, j'étais avec les grandes sections, j'étais donc assis sur une petite chaise de Lilliputien, vous savez, les petites tables, le dos courbé, et j'avais 7 enfants autour de moi de grande section, donc de 5 ans, qui mangeaient des haricots verts en vinaigrette, mais j'étais étonné qu'ils puissent arriver à manger ça, mais 7 enfants un peu bruyants. Avec une sauce jaune improbable. Vous n'avez pas réussi à l'identifier, mais qui avait beaucoup de succès. Ouais, et qui a eu beaucoup de succès. Après, à la fin, quand même, ce qui m'a étonné, c'est qu'à la fin du repas, j'ai demandé aux enfants s'ils avaient encore faim. Oui, ils avaient encore faim, donc j'ai fait une tournée de morceaux de pain. Vous voyez que ça pourrait être aussi une problématique qu'on pourrait traiter ici, les cantines. Aucun n'a vomi. Non. Personne ne s'est battu. Ce qui est quand même, alors d'abord, c'est vraiment la vertu en fait du reportage de terrain et de l'immersion, la pratique de l'immersion, que de dévoiler une telle déliquescence. Et ça, on le doit à ce travail, Vincent Mongaillard. Vous m'avez tout appris. J'ai été bercé par Vincent Mongaillard au Parisien. J'ai commencé ma carrière avec lui. Mais ce que je veux dire derrière ça, et je voudrais pousser la question de Anaïs, vous passez entre les mailles du filet. Ok, avec Sciences Po, scoutisme, congé pâtes pendant 6 ans, c'est assez improbable, mais ça passe. Et pour autant, vous vous rappelez, il y a des chiffres quand même dans le reportage. Il y a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. En 2025, 10 personnes ont été impliquées dans des affaires de maltraitance et de pédophilie.
dans ce milieu-là. Est-ce que vous considérez ou vous pensez, d'après votre expérience, qu'ils ont pu de la même manière passer entre les mailles du filet, cacher leur penchant jusqu'à ces dérives qui sont totalement insécurisantes et inacceptables? Oui, c'est d'ailleurs ça qui nous a donné envie de faire cette immersion. Nous, naturellement, on préfère faire des reportages de manière naturelle en affichant notre carte de journaliste. Mais là, c'était pour prouver qu'il y avait quand même des dysfonctionnements et on arrivait totalement à nos fins. Ce qui m'a étonné aussi, c'est d'être jeté dans le bain sans formation. Et moi, je me suis senti parfois impuissant parce que j'avais pas les codes. À un moment, j'ai un enfant qui naturellement est venu me prendre la main dans la cour. Moi, je savais pas quelle distance il faut avoir avec un enfant. Alors, quand c'est votre enfant, évidemment, c'est un geste d'affection, mais quand c'est pas votre enfant, je savais pas. Et donc ça, personne ne me l'a dit. La région a réagi, Vincent, à ce reportage? Non. Alors là, édifiant. Oui. Non, moi, je pense que ce reportage aussi a pour but d'être quelque part un peu lanceur d'alerte, comme il y a quelques années, il y a eu un lanceur d'alerte sur les EHPAD, sur les maisons de retraite. Je pense qu'il y a une vraie problématique et tout le monde en est conscient autour des animateurs périscolaires et du recrutement. Et ce qui est étonnant dans notre enquête, c'est que la profession a réagi très très positivement. Oui. Les syndicats habituellement qui vont plutôt défendre leur corporation, là on dit que ça mettait évidemment en valeur une vraie problématique et qu'il fallait changer ça. Et j'espère que les pouvoirs publics vont aussi profiter de l'occasion pour peut-être réformer le recrutement, peut-être rendre obligatoire le BAFA. Mais aujourd'hui, qui a envie de passer le BAFA pour gagner quelques centaines d'euros? C'est un métier très contraignant. Vous savez, vous arrivez à 11h15, vous bossez jusqu'à 13h30, puis après, vous êtes rappelé le soir à 16h20. Faut habiter le quartier, si vous voulez un petit peu faire fructifier toutes ces heures. Donc aujourd'hui aussi, il faut apporter de la reconnaissance à la profession. Moi, je l'ai fait quand j'étais étudiante. J'ai fait les cantines et les goûters. Vous aviez le BAFA? Non. Avec vous aviez un contrat? Pour éviter un risque immédiat, c'est-à-dire des enfants sans animateur, des enfants livrés à eux-mêmes, on prend un risque un peu plus à moyen terme, c'est-à-dire tomber sur quelqu'un qui soit pas compétent ou qui soit hostile. C'est pas une problématique qui date d'aujourd'hui, puisqu'il y a 2000 ans, Juvénal disait, et c'est votre titre, quis custodiet ipsos custodes. Bien sûr. Qui gardera les gardiens? Wow. Merci Christophe. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo aux Parisiens qui fait un journal remarquable, comme chacun sait. Merci beaucoup. Allez, on passe à la une tout de suite. Venez Pascal Perry, on ne présente plus Pascal Perry, éditorialiste économie, TF1, LCI. Bonjour cher Pascal. Bonjour à tous. Bonjour Pascal. Vous publiez un livre choc avec un titre de fou quand même, ces présidents qui nous ont fait tant de mal. Le titre est pas mal, le titre est dingue. Ouais. Je voulais qu'on le mette en ce qu'on appelle en bloc, et ils m'ont dit non quand même, c'est un peu violent et tout, donc on va en reparler parce que c'est quand même génial comme titre. Mais avant, comme on vous tient, on voulait vous parler de ce budget qui n'arrive pas et de Sébastien Lecornu qui cherche la formule magique. Il promet de baisser la taxation sur le travail, de ramener le déficit à 4,7% en 2026, mais derrière ces promesses, beaucoup de flou encore, et pourtant le temps presse. En France, c'est presque un sport national, annoncer des budgets de rigueur et finir par creuser la dette, Pascal. Oui, alors c'est une équation compliquée à laquelle le Premier ministre est soumis aujourd'hui. Moi, je regrette d'ailleurs que les commentaires s'orientent uniquement vers les sources de revenus additionnels. On a en France, il faut revenir à des choses simples. Oui, on a une dépense qui est surabondante et inefficace. Dans une entreprise, quand vous avez une source de coulage, vous regardez d'abord la brèche, l'avarie. Et l'avarie, c'est la dépense d'argent public qui manifestement ne donne pas satisfaction aux Français. Donc qu'on cherche éventuellement à rééquilibrer la fiscalité, pourquoi pas? Très bien, on va trouver peut-être 1,5 milliard ou 2 milliards d'euros en alourdissant le taux sur le prélèvement forfaitaire unique, ce qu'on appelle la flat tax. On va probablement prolonger un certain nombre de dispositifs fiscaux qui devaient être exceptionnels. C'est l'histoire de la vignette auto, vous savez, qui devait durer un an.
l'espérance de vie c'était 1 an, finalement ça a duré 30 ans le truc. Bon, on va trouver ici ou là, mais on règle pas véritablement le problème. Et je vois mal, pour répondre à votre question, parce qu'il y a une arrière-pensée politique dans votre question, comment Monsieur Lecornu pourra mettre autour de la même table le Parti socialiste et les Républicains. Les Républicains qui ont raison de dire que ils sont pas les seuls, qu'on a en France une chape écrasante qui est celle des prélèvements obligatoires, et le Parti socialiste qui voudrait, fidèle à sa tradition, c'est ce que je décris d'ailleurs, continuer de dépenser l'argent que nous n'avons pas. Mais donner suffisamment à la gauche sans s'aliéner à la droite, franchement, c'est une formule magique qui est réalisable ou pas? Très honnêtement, non, Pascal. Je crois pas. Non. Alors, dans un compromis, chacun accepte d'avancer, de faire un pas en direction de l'autre. Mais là, l'écart est tel, et le château est tellement branlant, si vous voulez, pour reprendre une expression simple, qu'on voit mal comment un vrai compromis durable peut se trouver. Alors, à décharge du Premier ministre, il a 9 mois difficiles devant lui. Et les premières semaines, j'allais même dire les premiers jours, sont les plus durs, les premières semaines seront les plus pénibles, et puis ensuite on peut trouver un consensus pour aller jusqu'à 2027, l'élection présidentielle, et remettre sur la table les grands sujets du moment, comment on finance la protection sociale, comment on se désendette, il y a beaucoup de questions qui se posent, les deux principales sont là. Mais y compris dans les jours ou les semaines qui viennent, je vois vraiment pas comment on peut trouver un compromis solide, sérieux, entre une gauche qui veut toujours dépenser plus, qui a toujours ses mantras, sa muleta pour dire attention les riches, faut les faire payer. Manger les riches même. Les riches, les riches qui payent déjà beaucoup dans ce pays. Et puis une droite française, des Républicains notamment, qui considèrent, qui regardent les chiffres et qui disent voilà, on a en France des prélèvements obligatoires qui sont surabondants. C'est une chape de plomb sur l'économie française, c'est contre-productif parce que en réalité c'est récessif et il faut changer cette politique. Emmanuel Ducrot. Moi j'aimerais savoir, Pascal, vous avez étudié toutes les politiques publiques de ces 40-50 dernières années. Pourquoi est-ce qu'on a un tel tabou sur la dépense? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas... On constate tous au quotidien des gabegies, on passe notre temps à nous faire l'écho de ces gabegies. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de consensus sur le fait que l'argent public est mal utilisé en France et qu'on considère que c'est un puits sans fond et que finalement la source du problème elle est quand même là? Pourquoi il n'y a pas de consensus sur ce sujet-là? Parce qu'il y a une très grande lâcheté, Emmanuel. Il y a une très grande lâcheté des politiques, de gauche comme de droite. Moi, ma conviction personnelle, c'est que en France, la droite pense à gauche. C'est-à-dire qu'elle continue de penser dépenses sociales. Faites le compte, vous avez vu sur la couverture, vous avez Nicolas Sarkozy, vous avez Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est la seule parenthèse un peu enchantée en matière de finances publiques, puisqu'avec le duo Breton-Copé, nous rentrons dans les clous de Maastricht. C'est-à-dire qu'on a une vraie politique de contrôle de la dépense publique. Moscovici fait quelques efforts également à gauche, insuffisants de mon point de vue, mais pour le reste, c'est très simple, il y a déconnexion complète entre les enjeux budgétaires et l'agenda politique. Pour être réélu en France, c'est un peuple qui fait de la politique. Les Français sont des gens politiques. Alors, je vais le dire... Et pas économique. Ils sont nuls en économie. Je vous le dis comme je le pense. Et nos dirigeants également sont nuls en économie. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas comprendre. Il y a des gens qui sont compétents, évidemment, mais ils ne veulent pas comprendre. C'est la politique. On pense qu'à chaque problème économique et budgétaire, il y a une réponse politique. La réponse, c'est non. Il y a d'un côté les discours, de l'autre côté des chiffres. On peut pas, 2 et 2 feront toujours 4, et quand on accumule les déficits, on finit par les payer. Donc la première lâcheté, ça a été avec Mitterrand, les dévaluations. Puis quand on a été incapable de dévaluer, bien on s'est endetté. François Mitterrand prend la France à 20% de déficit. Le déficit représente 20% du PIB. Il lâche le pays à 52%. Voilà. Justement, on va y revenir sur ces présidents qui nous ont fait tant de mal. C'est le titre de votre audacieux bouquin. On en une petite page et puis on y revient tout de suite sur LCI. De retour sur le plateau dans toute liberté avec Emmanuel Ducrot, Guillaume Audat, Christophe Barbier et Pascal Perry. Pascal, vous publiez ces présidents qui nous ont fait tant de mal. Quel titre? Vous parlez de cette tradition bien française des présidents incapables de gérer l'argent public, des présidents assez brillants pour les discours, mais nuls pour les comptes. On a quelques phrases. Alors Mitterrand lui disait l'économie c'est simple, c'est 2 colonnes, une colonne dépenses, une colonne recettes. Ouais. Vous avez qu'à demander
demander ça à n'importe quelle ménagère, disait-il. Visiblement. Chirac, on fait des cadeaux avant des élections et on décide les impôts tout de suite après. Ça, c'est aussi une très bonne façon. Et on écoute François Hollande dans sa phrase culte de 2012. Il était en campagne, évidemment. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Bon, et lui a à peu près fait tout le contraire de ce qu'il avait dit. Et comment voulez-vous que les Français aient confiance dans l'économie quand on leur présente, au fond, une espèce d'oncle Picsou qui va venir leur piquer le produit de leur travail et qui considère l'entreprise comme un lieu dangereux. Alors Pascal Lamy, qui est l'ancien directeur de cabinet de Jacques Delors, qui a été patron de l'Organisation mondiale du commerce, me dit à propos de François Hollande et surtout de Lionel Jospin, l'économie, ça n'était pas leur trottoir. J'ai trouvé que la formule était très belle. Alors, chez Hollande, il y a beaucoup de... Dans la campagne, il y a ce discours sur les riches, l'argent qui corrompt. Déjà, François Mitterrand. Guillaume, François Mitterrand, l'argent qui corrompt, l'argent qui tue. L'argent qui tue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la formule. Et donc, évidemment, ça a un impact sur l'opinion. L'opinion se dit, mais attendez, c'est terrible. En France, ça construit des archétypes, vous voyez, dans la tête des Français. Vous vous rendez compte, il y a des forces occultes qui sont là pour nous prendre l'argent. Les riches complotent contre la nation. C'est pratiquement ça, l'idée. Qui est fausse, évidemment. Gabriel Zucman et Thomas Piketty, ils ont fait une grande tournée automnale. Mais vous savez, précède la sortie du livre de... On croit, finalement, je crois que tout ça est simple. On croit ce qu'on aime croire. Et oui, c'est des mythologies. Comment ? C'est des mythologies. Oui, c'est des mythologies, c'est ça. C'est en réalité, il y a en France, dans l'esprit des Français, cette idée que derrière chaque fortune se cache un crime, si vous voulez, que l'argent n'est jamais tout à fait innocent, et ça entretient cette chape de plomb, ça entretient le lien de défiance qui sépare les Français de l'économie. C'est très français, ça, Christian. C'est très français. On est le pays de l'abolition des privilèges, la nuit du 4 août. Les privilèges, ce n'est plus aujourd'hui la taille ou les impôts ou le fief, c'est la flat tax, c'est la possibilité de mettre ses actifs dans une holding, etc. Et donc, on continue à faire de la politique avec ces mythologies. D'autant qu'on a une élection présidentielle tellement compliquée à gagner que quand François Hollande dit « mon ennemi c'est la finance », il n'en pense pas un mot. Simplement, il y a un Mélenchon qui est candidat. Faut l'empêcher de monter. Ouais. Dès que Mélenchon monte un peu, il décoche une munition très à gauche. Mon ennemi, c'est la finance. 2 mois après, ça y est, Mélenchon se remet à monter. Qu'est-ce qu'il invente ? La taxe à 75% contre les... Et ça marche. À chaque fois, l'électorat de gauche dit oui, Hollande, il est vraiment de gauche, et revient vers lui. Et c'est comme ça qu'il gagne. Ça n'empêche pas de faire le CICE moins de 2 ans après ses propos. Vous disiez hier que c'était la tradition catholique de la France. Oui, le rapport à l'argent est aussi culturellement ancré dans quelque chose qui est un rapport malsain, un rapport de rejet. Sauf qu'en Espagne, au Portugal et en Italie, personne n'a cette haine du riche comme on l'a en France. Mais parce qu'on s'est organisé autrement. En Italie, vous avez une double économie qui a toujours fonctionné, avec l'économie officielle où on paye ses impôts, puis l'économie souterraine où on garde tout pour nous. Nous, on a tout écrasé depuis l'absolutisme dans une économie officielle où la France et les Français savent payer et collecter l'impôt, et ça nous permet d'emprunter sur les marchés, parce qu'on sait qu'en France, ça remonte. Ça rentre. Emmanuel. Moi, j'ai une question sur le rapport qu'on peut avoir à l'argent. En France, on a un problème avec l'argent du capital. On a un problème avec l'argent du travail, parce que visiblement, bâtir une fortune par le travail, ça reste quand même critiquable. En revanche, on n'a aucun problème avec l'argent reçu et donné comme ça du ciel. L'héritage, vous voulez dire l'héritage ou même la subvention, le guichet. Cet argent-là ne pose pas de problème. Comment est-ce que c'est quoi la blanchisseuse intellectuelle qu'on a dans notre rapport à l'argent ? C'est compliqué, le rapport des Français avec l'argent. Moi, je pense que ça date d'il y a longtemps. Ça date notamment du 19e siècle. Mais oui, on est toujours dans cette idée que l'État est une construction dans laquelle chacun peut s'enrichir au détriment
détriment du voisin. Et c'est vrai que la politique de guichet, on considère qu'il y aura toujours quelqu'un pour payer, souvent les riches, et puis on considère, alors c'est là où il y a un vrai problème, la création de valeur, c'est central. Avant de partager la valeur, il faut la créer. Mais on considère qu'il y a de l'argent caché, qu'il y a de l'argent magique. Alors vous savez, cette formule, elle a été beaucoup utilisée à la sortie du Covid. Oui, c'est ça. Il y a des cagnottes qui dorment. Et puis vous avez des gens pour vous expliquer. Mélenchon vous explique que la dette c'est pas un problème, qu'on la remboursera jamais. Mais la dette, elle est perpétuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît. Ça veut dire qu'elle roule, la dette, et que plus elle roule, et plus le prix de l'argent augmente, plus les intérêts vont nous coûter cher. C'est pas très compliqué. Vous achetez un appartement et puis vous l'achetez avec un taux à 0,90 par exemple, comme ça a été le cas il y a quelques années. Ouais. L'argent était quasi gratuit. Vos enfants veulent acheter un appartement, ils l'achètent à 3 ou 4%. C'est pas le même prix. C'est évidemment pas le même prix. Et on nous entretient dans ce mythe qu'il y a, oui, de l'argent caché, que l'argent des riches est dormant et qu'on va pouvoir mettre la main dessus. Est-ce qu'on a préféré la dette, financer notre modèle social avec de la dette, plutôt qu'avec le travail? Oui, le Front populaire a offert des avancées, des conquis sociaux, comme disent les organisations syndicales, par la production. C'est-à-dire que c'est la production, c'est l'accroissement de la richesse, l'accroissement de la taille du gâteau qui a permis aux Français de bénéficier de congés payés, de conditions de travail qui étaient meilleures. Depuis François Mitterrand, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, 39 heures payées 40, le progrès social se finance par la dette. Et j'allais dire aussi par la lâcheté. Je veux dire juste un mot du tournant. Souvent on me pose la question, le tournant c'est quand ? Le tournant c'est au milieu des années 80, quand nous acceptons collectivement la désindustrialisation. C'est un choix politique assumé. C'est une grande partie de votre livre. C'est une partie importante parce que la dette, l'histoire de la dette, le renoncement au travail, l'allergie au travail, ça vient ensuite. Le fait générateur, pour moi, c'est que confrontés à une crise comparable, les Français choisissent de fermer les usines. Moi, j'étais jeune et je voyais ce qui se passait en Lorraine et dans le Nord. On fermait les usines, on proposait des retraites à 52 ans. Vous vous rendez compte, des pré-retraites à 52 ans, il y avait même des commissaires publics, je me rappelle de Chérec, qui était à la restructuration, c'est-à-dire qu'on convoquait les gens, on leur disait, écoutez, c'est pas très grave, vous avez perdu votre boulot, il y a un pansement social qui s'appelle la pré-retraite à 52 ans, vous allez pouvoir rester chez vous, vous serez payé. Dans la même situation, les Allemands ont décidé de mettre l'argent public sur la rénovation de l'outil de production. Ce qui fait que les courbes se sont croisées. Les Allemands ont maintenu un haut niveau de production avec un appareil industriel solide, là où le nôtre a été défaillant, s'est effondré. Et depuis cette époque, nous avons une préférence collective pour le chômage et pour l'inactivité, ou pour le traitement social des difficultés économiques. Est-ce que c'est pas aussi, Pascal, et Emmanuel, mais pour pousser votre réflexion, parce qu'en réalité, et vous l'écrivez dans votre livre, vous citez quelqu'un qui vous dit qu'un pays, ça peut décliner tout doucement. Mais est-ce que ce problème-là, majeur, fondamental que vous soulevez, il est pas lié au fait que dans la plupart des cas, les Français ne voient pas le précipice ou même n'imaginent pas que ce pays peut imploser parce qu'il n'implose jamais. C'était le cas jusqu'à présent. Enfin, ma thèse, qui est très personnelle, c'est que la seule chose qui nous sauvera, paradoxalement, c'est l'effondrement. Et toucher le fond. Il faut toucher le fond. C'est-à-dire qu'on est encore... Vous voyez, j'ai rencontré Jean-Claude Trichet pour écrire cet ouvrage et quelques autres. L'ancien patron de la Banque de France. La Banque de France, qui me dit, bon, voilà, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, ça va mieux. Oui, ça va mieux parce qu'elles ont été traitées. Elles sont passées à l'hosto, si vous voulez, pour dire les choses simplement. Et le traitement a été un traitement de choc. Et vous avez aujourd'hui des pays à qui on prête à des taux, l'Espagne par exemple, supérieurs aux nôtres. Donc il faut que le FMI arrive à Paris. Non, peut-être pas le FMI, mais la BCE. On peut dire qu'on commence par la BCE, c'est-à-dire que si demain on est incapable de trouver un budget, revenons à l'actualité, si on continue de dépenser plus qu'on encaisse, enfin si en tout cas le trou des finances publiques se creusent, nos partenaires européens avec qui on a signé un accord de bonne gestion, se tourneront vers nous pour dire très bien, on va vous aider, comme l'Italie. Vous évoquez l'Italie tout à l'heure, elle a reçu 200 milliards d'euros. Ça aide quand même à redresser les comptes. On va vous prêter de l'argent ou on va racheter une partie de la dette, on va faire racheter une partie de la dette par la BCE, mais on va vous donner une ordonnance
à suivre avec un traitement. Et quand le traitement vient de l'extérieur, il est souvent plus à même. Et là, l'ordonnance, c'est retraite à 65 ans dans les pays européens, c'est ça, 67 ans, voire 70 ans. 65 ans. C'est de l'austérité pure. Maîtrise absolue des dépenses de santé, c'est les franchises sur les médicaments, sur le remboursement de la consultation médicale. Et c'est d'autant plus facile que quand on vient faire les ordonnances de l'extérieur, on n'a pas les conséquences électorales à payer. Donc les conséquences électorales, non, parce qu'on va pas voter pour ou contre la commission. Mais les conséquences politiques, vous les aurez. Vous les aurez par la montée des populismes qui vous disent à l'extrême droite, on paye plus l'Europe. Christophe, ça vous a pas échappé qu'ils sont déjà en train de monter, les populistes. Et ça fait. Et si on leur dit, bientôt c'est Madame von der Leyen qui va faire votre budget et qui va décider de ce que vous allez payer, ils vont pas se laisser faire. Et puis la France est un pays de révolution. Vous n'avez pas de révolution en Italie. Vous n'avez pas de révolution en Espagne. C'est un peuple de colère, c'est un peuple de Garibaldi. Non, c'est pas une révolution. Garibaldi, c'est la constitution d'une nation. Il n'a pas renversé un roi. Il a construit un pays. En France, on se révolte. On pratique le coup de force. Le peuple ne se laisse pas faire. Donc en Grèce, ça a été chaud quand même. Ouais, très chaud. Et en France, ça ne se passera pas comme ça. Donc il faut éviter d'en arriver là. C'est-à-dire que le raisonnement thérapeutique est totalement vrai. Quand on est à l'hôpital, on accepte la perfusion. Le raisonnement politique est plus périlleux. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à tirer des enseignements de nos erreurs ? Vous rappelez cet épisode de la désindustrialisation. La désindustrialisation lourde de la France, la sidérurgie, le textile, etc. On a maintenant le mouvement 2 à bas bruit, c'est celui des PME. Elles vont très très mal. Notre tissu productif, notamment, dans l'agroalimentaire, qui est un de nos secteurs forts, va très très mal. Comment est-ce qu'on n'a pas tiré les leçons ? Ça fait quand même 15 ans que les professionnels et les organisations patronales alertent, etc. Et c'est comme si on n'écoutait pas, si on n'entendait pas quand on est un politique. Oui, il y a une forme de détachement par rapport aux difficultés. Alors, observons quand même là qu'il y a une convergence des difficultés. Et vous savez, c'est comme la grenouille dans la casserole, la température monte, et à un moment, elle devient insupportable. Donc, les agriculteurs, c'est un sujet qu'on connaît bien. Vous et moi. Vous avez les chefs d'entreprise, y compris dans la fonction publique. Aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont proches de la paralysie, qui ne fonctionnent plus. Imaginons que demain, on ne trouve pas de budget. Ça fait quand même une série de chocs qui provoqueront probablement soit une réaction, soit le délitement du pays. On passera d'une crise économique à une crise politique, et d'une crise politique à une crise de l'État. Et la crise de l'État, Christophe peut en parler, c'est très douloureux, évidemment. Et ça a des conséquences. Il ne faut pas s'imaginer que c'est sans conséquences. C'est-à-dire que ceux à qui on s'adresse ce matin peuvent se dire, après tout, c'est pas très grave. Comptabilité publique, c'est un grand livre de comptabilité qui dort dans une armoire. Non, pas du tout. Ça a des conséquences. Les pays qui ont été confrontés à un choc tel que celui qui nous menace aujourd'hui sont des pays qui ont dû réduire le nombre de fonctionnaires, qui ont dû réduire les pensions de retraite, qui ont dû réduire les prestations sociales, l'assistance sociale qui nous coûte 70 milliards d'euros. Mais c'est notre modèle social qui est en géopardie, là. Mais qui ont été assujettis à une véritable cure de rigueur. Je ne parle pas d'austérité, mais à une cure de rigueur et douloureuse. Ah, cure de rigueur. Alors, il y en a qui ne sont pas tellement cure de rigueur. C'est notre carton rouge. Bougez pas, Pascal. 35 000 euros de notes de frais en 4 ans pour le maire socialiste du 18e arrondissement de Paris, Éric Lejoindre. 6 500 euros de pressing, des repas étoilés et puis des pizzas pour ses enfants. Réponse de l'intéressé hier au Conseil de Paris. Ne bougez pas, Pascal, on avait envie de vous entendre sur le sujet aussi. Effectivement, vous me donnez l'occasion de répondre publiquement, dans la vraie vie, à cette opération menée par un certain nombre de vos amis depuis quelques jours sur les réseaux dont on dit qu'ils sont sociaux et qui donnent surtout la possibilité à un torrent de n'importe quoi. Donc je vais répondre très directement. Comme tous les maires, je bénéficie d'une enveloppe annuelle votée par le Conseil de Paris qui couvre les frais liés à mon mandat. Comme tous les maires, chaque année, je justifie auprès de l'administration de l'utilisation de cette enveloppe, que je ne consomme d'ailleurs jamais en totalité.
Non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, quelle défense en carton quand même, non? Quelle arrogance. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est j'ai pas tout dépensé. Pascal, c'est pas un complément de revenu. Ces notes de frais. C'est pour payer des frais de mandat, pas les t-shirts, les écouteurs, les pizzas au Nutella. Si vous voulez, il y a un truc qui est quand même très curieux, c'est que ces gens ne perçoivent plus du tout la puissance des symboles. Oui, il est dans les clous encore en termes... Non, il est maire du 18e, il n'est pas président de la République. C'est-à-dire qu'il doit sortir de sa mairie quand même pour rencontrer des Parisiens, des Parisiennes. Mais on est à un moment de notre histoire économique et budgétaire qui requiert d'abord de la modestie et puis de la sobriété. Et comme on est dans un pays très politique, l'exemplarité est un sujet majeur. Si les élus ne montrent pas l'exemple aujourd'hui, personne ne fera d'effort. Tout le monde dira, vous voyez, finalement, il y a toujours la caste des privilégiés. On a aboli les privilèges, mais il y en a qui les conservent dans la République. Et donc cet élu, il est gravement fautif. Comme, de mon point de vue, Madame Hidalgo l'est. C'est-à-dire qu'on s'habille pour représenter Paris, qu'on ait des réceptions qui sont dignes de la ville de Paris, des réceptions qui sont dignes du patrimoine, si vous voulez. Hein, c'est un élément de vente quand même pour nous, pour Paris, pour la France. C'est un patrimoine mondial, si vous voulez. Les gens viennent nous voir aussi parce que la table est bonne, parce que parce que Paris est une jolie ville, parce qu'on est bien habillé, etc. Mais il y a des limites. Dans les périodes qui sont les nôtres aujourd'hui, il faut montrer l'exemple. Je citais cet exemple là il y a très peu de temps. Vous savez, il y a deux types d'armées. Et deux types de comportement des officiers dans l'armée. Il y a ceux qui disent en avant, c'est-à-dire qu'on envoie les gens au feu, et il y a ceux qui disent suivez-moi. Aujourd'hui, on a besoin d'officiers qui disent suivez-moi, je vais vous montrer l'exemple. Merci beaucoup Pascal Perry, merci d'être passé. Merci de m'avoir accueilli. Le titre de votre livre, c'est vous qui allez le redonner parce qu'il est Ces présidents qui nous ont fait tant de mal. Ils nous ont fait tant de mal, je trouve ça génial. Bon, merci beaucoup. Merci. On se quitte quelques instants et on revient sur cette histoire de notes de frais parce que c'est quand même incroyable. À tout de suite sur LCI. De retour sur le plateau de En toute liberté, on parle de ces 35 000 euros de notes de frais en 4 ans pour le maire socialiste du 18e arrondissement. Est-ce que vous savez comment les habitants du 18e arrondissement appellent leur maire ? Est-ce que vous savez ? L'aristocrate républicain. Pas du tout. Il s'appelle Éric Lejoindre et il l'appelle impossible à le joindre. Donc, Christophe, une petite question comme ça. Ce scandale, ça illustre une dérive personnelle ou alors un malaise plus large dans la gestion des fonds à Paris ? Et peut-être ailleurs. À Paris, dans les grandes villes, on peut retrouver ça. On se rappelle les frais de bouche du couple Chirac, c'était il y a longtemps. La mairie de Paris, période Anne Hidalgo, avait déjà été alertée par la Chambre régionale des comptes. Donc voilà, c'est un problème de comportement parce que les élus confondent le légal et l'éthique. Pas les élus, certains, parce que c'est un boulot de chien d'être un élu. Les élus concernés par ces affaires. 99% des élus dans ce pays sont parfaitement honnêtes. Et moi, je connais beaucoup d'élus en milieu rural qui payent de leur poche. Quand ils reçoivent, par exemple, quelqu'un qui va peut-être s'installer sur la commune comme médecin, je peux vous dire qu'ils l'invitent au resto du coin. C'est pas la commune qui paye. Alors lui, Éric Lejoindre, là, il a raison d'aller au resto. Les élus concernés qui s'expliquent. Il faut écouter leur défense. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit, mais j'ai une enveloppe, j'ai pas tout dépensé. Qu'est-ce que vous me reprochez ? Mais c'est dingue. Non, c'est pas dingue. Il confond le légal et l'éthique. Il fait très attention à rester dans le légal et il comprend pas qu'on est dans une période où votre comportement, l'éthos, est regardé par la population. Il ne s'agit pas de dire, mais j'ai respecté la règle. Il s'agit d'être exemplaire et de dire je me suis mis à la hauteur de ce que vous ressentez, des difficultés que vous traversez, de la crise que traverse le pays. Passer du légal, du respect de la loi à l'éthique, c'est-à-dire au respect des attentes de vos concitoyens, c'est ça la bonne politique. Et ils n'y arrivent pas, certains n'y arrivent pas. Est-ce qu'un maire d'arrondissement de Paris doit inviter des chefs d'entreprise Tout frais doit rapporter à la commune. Honnêtement, vous avez un entrepreneur japonais qui vous dit je vais peut-être créer 500 emplois sur votre commune, mais je vais venir vous visiter, vous déroulez le tapis rouge et vous l'invitez dans le meilleur restaurant et en espérant que ça marche. Et ça, ce sont des frais qui sont de l'investissement pour votre commune. Mais si c'est quelqu'un qui vient juste là en touriste et que pour vous faire plaisir, pour lui faire... Non, voilà. Quand vous justifiez pas d'une somme parce qu'elle était comprise dans votre enveloppe votée par le conseil municipal. Vous justifiez d'une somme parce qu'elle a rapporté à la commune.
Elle a été faite dans l'intérêt de la commune. Emmanuel, ça vous énerve ces histoires? Ça m'énerve particulièrement, d'autant que je suis une habitante de 18e arrondissement. Vous connaissez alors, impossible à le joindre. C'est le problème de contraste entre le comportement de ce maire et la situation de son arrondissement. C'est l'arrondissement le plus pauvre de Paris. On le sait assez peu, mais dans le 18e arrondissement, il y a des gens qui vivent vraiment dans le nord de l'arrondissement dans des conditions extrêmement précaires. Il fait des distributions. Oui, alors il fait des distributions alimentaires pour les publics précaires, et puis après il va faire une note de frais dans un restaurant étoilé. Et là, moi, je trouve qu'on a un problème de civisme, enfin tout simplement de conscience de quelle est la place de l'élu. On est un arrondissement où les écoles sont dans un état extrêmement dégradé, où les cantines sont de notoriété publique les plus mauvaises de la capitale, où des enfants vont à l'école sans avoir petit déjeuner le matin. On est dans cette situation-là dans le 18e arrondissement. Vous avez des quartiers comme la Goutte d'Or ou les quartiers qui bordent le périphérique qui sont extrêmement pauvres. Et je trouve que cet effet de contraste est saisissant. On a quand même aussi des élus socialistes qui passent leur temps à donner des leçons de sobriété, d'inclusivité, de participativité. Effectivement, là, on participe au train de vie d'Éric Lejoindre. Et pour moi, je trouve que c'est indécent et c'est une faute civique. Mais tout le problème, il est dans le fait qu'en réalité, c'est la distinction que vous opériez. Et éthique, légalité. Le PNF, par exemple, il va visiblement enquêter sur ces notes. C'est ce qu'a annoncé Jean-François Bonnert, le procureur de la République, chef du parquet national financier, à nos confrères de RTL. Exactement, et celle d'Anne Hidalgo en particulier. Mais si le PNF, il s'intéresse à la légalité, comme le disait Christophe, il va trouver rien d'absolument illégal. S'il s'intéresse à l'éthique, mais ça c'est pas dit, parce que alors, les frais d'un élu sont très encadrés et on considère que la collectivité rembourse les frais qui n'auraient pas été engagés s'il n'avait pas été élu. En l'occurrence, les frais de pressing, vous les avez, que vous soyez élu ou pas. Le pressing, à mon avis, le coiffeur, c'est la même chose. Que vous soyez à Grasse, le coiffeur à Grasse juste avant le réveillon. Avant le réveillon. Bizarre. Oui. Bon, en tout cas, c'est la raison là-dessus. Si c'est des frais que vous auriez eu sans être maire, vous devez les payer vous-même. Ah oui, c'est ça. Le restaurant étoilé. Ah oui, pardon. Le restaurant étoilé. Avec qui a-t-il déjeuné? Peut-être que c'est un traitement qui a rapporté un industriel japonais qui voulait implanter une usine. Et les enfants à la pizzeria, en revanche, on est assez d'accord que ça tombe assez hors des Voilà, on a du mal à imaginer que ça pouvait être en lien avec un intérêt pour la commune. En tout cas, c'est vrai, oui, ça illustre ce gouffre entre gouvernants et gouvernés, entre élus et citoyens. Le PNF enquête, mais le vrai tribunal, c'est celui de l'opinion. Ouais. Donc attention. Ouais, attention. Allez, c'est maintenant l'heure de la phrase qui fait du bruit. Alors Pete Hegseth, un ex-officier devenu vedette de Fox News et aujourd'hui secrétaire de la défense de Donald Trump, a convoqué 800 généraux à Quantico pour sonner la fin de la culture woke dans l'armée. Retour aux standards masculins, fin des quotas, attaque contre les amiraux obèses et même un slogan sorti tout droit des réseaux sociaux, FAFO, Fuck around and find out. Vous allez nous expliquer, Guillaume, on l'écoute. Franchement, c'est fatigant de regarder les formations de combat, ou n'importe quelle formation d'ailleurs, et d'y voir des soldats obèses dans les couloirs du Pentagone. De même, il est tout à fait inacceptable de voir des généraux et des amiraux obèses dans les couloirs du Pentagone et à la tête des commandements à travers le pays et le monde. Cela donne une mauvaise image. Fini les mois de l'identité, les bureaux de la diversité et de l'inclusion, les hommes en robe. Fini le culte du changement climatique. Fini les divisions, les distractions et les illusions liées au genre. Et j'en passe, j'en passe sur les femmes, parce qu'il a été très violent avec les femmes qui sont incapables de combattre. Je renvoie juste à ce que fait l'armée israélienne, quoi qu'on en pense. Il y a des femmes qui sont fantassins dans l'infanterie, qui sont parfaitement capables de combattre. Ça, et des femmes kurdes. Et des femmes kurdes, exactement. Donc ça c'est un tout petit un premier point. Après, c'est caricatural, c'est insultant. On va pas se mentir. Et on se demande s'il est sur Fox News ou alors s'il est en campagne électorale à Pete Hegseth. Il a fait venir 800 généraux. Tout ce que compte la planète de quartiers généraux de l'armée américaine pour s'entendre dire qu'en réalité, il faut exalter la virilité dans l'armée. Merci, mais en gros, on savait qu'il fallait être un peu viril quand parfois aussi on prend une arme de combat et qu'on va effectivement dans les tranchées combattre. La question qu'on doit se poser, est-ce que l'armée américaine est sur le point d'entrer en guerre? Parce que ça n'était jamais arrivé de réunir en temps de paix autant de généraux.
La dernière fois que ça s'est fait, c'était, je crois, au sortir ou pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est à vérifier, mais en tout cas, c'est relativement unique. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Les personnes en surpoids, on n'en veut plus. Les personnes transgenres, on n'en veut plus. La formation initiale, elle doit être impitoyable. On doit exalter la virilité dans l'armée. Et je le cite, on fait le ménage. On fait le ménage. Poutine, pardon. Oui. Oui, d'une certaine manière, il y a la même poutinisation, la mise en avant. Ouais. Alors, sauf que Poutine lui fait des vidéos où il est lui-même en position d'être musclore. Ouais. Non, mais moi j'y vois très honnêtement, encore une fois, le déroulé d'un programme qui est celui du MAGA. Est-ce que c'est l'opposition de deux Amériques ? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'en réalité il y a un programme stratégique derrière ça ? Est-ce qu'il réunit tous ces généraux pour leur dire voici les priorités de l'armée, voici comment on investit, voici nos champs de bataille ? Et ce qu'il nous dit de très important, Piti Hegseth, le secrétaire à la Défense, il nous dit l'armée est en guerre contre ses ennemis de l'intérieur. Et moi j'y vois le signe d'une dérive, encore une fois, lente et progressive, autocratique. Quand on fait de l'armée sa propre police pour des objectifs qui ne sont pas tout à fait déclarés, sauf à s'attaquer aux ennemis de l'intérieur, et pour ce personnage-là, les ennemis de l'intérieur... au woke, c'est-à-dire à ceux qui ont défini les bureaux de transgenre, les bureaux de discrimination, etc. Et c'est aussi pour ça, effectivement, Anaïs, et on en a parlé tout à l'heure du plateau, il y avait une photo qu'on voulait montrer, pas montrer, on s'est étripé. Non, moi je pense que l'armée américaine, c'est 1 500 000 soldats, 2 millions si on compte la garde nationale. Il y a combien de woke transgenres dans l'armée américaine ? 1 cas, 2 cas. Est-ce que c'est toute l'armée américaine ? Non. Il y a combien de personnes en surpoids ? Je ne sais pas, j'ai pas compté. Est-ce que c'est toute l'armée américaine ? Non, c'est l'une des armées les plus aguerries au monde. Donc, à un moment donné, venir dérouler un programme MAGA, faire la leçon à tout ce que compte cette planète Terre de généraux américains, lesquels se sont demandé, off the record, pour quelles raisons ils avaient été réunis dans ces conditions-là ? Pour quelles raisons, Christophe ? A-t-il été applaudi ? Très peu, très peu. Mais on est dans l'idéologie pure, oui, en effet. Il s'agit, à travers une démonstration face à des militaires, de faire passer un message à toute la société. Et en effet, au monde. Et au monde. On va trumpiser tout cela. On peut être un très 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 bon soldat en surpoids si on n'est pas évidemment au front en train de courir, mais si on est par exemple un spécialiste de la cyberguerre ou un pilote de drone. On peut être extrêmement précieux à son pays comme soldat en travaillant avec son cerveau plus qu'avec ses muscles. Il veut une nation de Rambo. Et donc, il est dans cette idéologie-là. C'est la faillite de la mesure. C'est-à-dire que là, on est dans des effets de balancier. On a entendu des choses assez délirantes sur les théories du genre, quand même, où on ne devait plus utiliser les mots de femme, par exemple. Non, mais c'est là où je dis que ces deux Amériques qui sont quand même dressées. C'est un message anti-woke. Elle est probablement entre les deux. Là, on est dans une autre outrance qui est délirante. C'est des balanciers de l'outrance. La mesure et la vérité sont quelque part au milieu et certainement ni là ni là. Non, mais Anaïs, parce qu'on a eu cette discussion, en effet, ce progressisme dévoyé, il a coûté probablement son élection à Kamala Harris et il a réuni autour de Donald Trump une partie de l'Amérique. Mais maintenant qu'il est le président de tous les Américains, quel est le sens en fait d'un tel discours ? Moi, je ne le vois pas. Bah si, c'est d'envoyer un message à l'intérieur et aussi au monde, sans doute. C'est maintenant l'heure, Guillaume, de notre petite séquence. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y en a toujours un peu. Alors regardez cette belle tour Eiffel. Hier, elle avait revêtu son habit rose parce que qui dit premier jour d'octobre dit début de l'opération Octobre Rose. On a tous le petit ruban à la boutonnière. 1 mois de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. Un examen gratuit qui sauve des vies chaque année. 60 000 personnes sont diagnostiquées avec un cancer du sein et c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes en France. On va regarder quelques témoignages de femmes qui ont été sauvées parce que détecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10. Il faut donc aller se faire détecter. Et la science progresse, les amis. Demain, ça sera sans doute encore mieux grâce à un arsenal thérapeutique qui ne cesse de s'étoffer, des anticorps conjugués, des immunothérapies et même un vaccin. La science avance. On écoute le témoignage de ces femmes en rémission. Alors, il y a 1 an, on m'a annoncé la rémission de mon cancer du sein triple négatif de stade 3. Et aujourd'hui, je suis toujours en rémission dans l'attente d'une guérison totale. J'ai fini ma chimio, j'ai été opérée avec une tumorectomie, j'ai fait mes 33 séances de radiothérapie et je suis en rémission. J'ai eu 2 cancers, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, une reconstruction immédiate et aujourd'hui, je suis en rémission.
Elles sont jeunes, ces femmes, hein, Christophe. Et la science progresse. Et ça, c'est quand même, il faut le dire, parce que dans ce monde sombre-là, à chaque fois, on se dit, on va trouver une petite séquence, il y a de l'espoir. Et là, c'est la science qui avance. Pour ce cancer-là, comme pour d'autres, la science arrive très très vite. Toutes les semaines, on a des nouvelles incroyables sur des vaccins possibles, sur la thérapie génique. On va peut-être vivre dans ce 21e siècle la fin du cancer, la fin des cancers. Ça sera un progrès absolument immense pour l'humanité. Emmanuel. Nous avons tous autour de nous des femmes qui ont eu des cancers, qui ont passé des moments difficiles et qui vont bien. Les taux de survie sont de meilleur en meilleur chaque année. Les mortalités baissent d'1,6% chaque année. Oui, on arrivera probablement à la fin des cancers. Alors, il y a des femmes qui sont dans le dur, là, maintenant. Ouais. Mais il faut qu'elles sachent que ça se termine le plus souvent très bien. Ce qui est positif, c'est de porter ce ruban. Ce qui est positif, c'est de s'associer à cette initiative, parce que le cancer du sein chez la femme, c'est le premier cancer chez les femmes. Que la Tour Eiffel est en rose, que nous, on porte nos rubans et on a raison de s'associer à cette initiative, parce qu'il y a encore trop peu de dépistage, je crois, et donc il faut pousser donc cette initiative. Oui, elle est positive et vous le portez très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Voilà. Merci à tous les trois d'avoir refait l'actualité en toute liberté. On se retrouve évidemment demain à 9h.